Bonjour. Et bienvenue dans la famille Los Pollos Hermanos. Je m'appelle Gustavo, mais vous pouvez m'appeler Gus. L'un des moyens les plus directs d'engager un public est d'établir une connexion. Que cela se manifeste par l'admiration d'un héros, l'empathie ou une simple idée à laquelle nous pouvons nous accrocher. Pour certains personnages, cette relation symbiotique se produit lorsque leur trajectoire dévie. Dans le cas de Gus Fring, le simple fait de voir comment sa vie a changé et jusqu'où il était prêt à aller par la suite a donné naissance à l'un des méchants les plus terrifiants de la télévision, avec une particularité de caractère extrêmement unique. Un chien qui mord chaque propriétaire qu'il a eu. Ne peut être discipliné qu'avec une main ferme. Être euthanasié. Avant d'aller plus loin, sachez qu'il y aura de nombreux spoilers. Apparu pour la première fois dans la saison 3 de Breaking Bad de Vince Gilligan, Gustavo Fring, interprété par Giancarlo Esposito, a d'abord été présenté comme l'antagoniste venu remplacer le précédent face à Walter. Alors que White était engagé dans un conflit avec le maniaque ultra-violent et toxicomane Tuco Salamanca, interprété par Raymond Cruz, l'acteur qui jouait le baron de la drogue a dû être retiré de la série en raison d'engagements antérieurs. Se contenter de suivre la même voie que Tuco aurait été redondant, un peu comme essayer de recréer la magie d'un tour dont on connaît déjà le secret. Nickel. Nickel, ouais. Bleu, jaune, rose. Peu importe mec, continue juste à m'apporter ça. Donc Gilligan a conçu Fring pour qu'il soit l'antithèse de Tuco. Un homme d'affaires tiré à 4 épingles, calme et posé. Contrairement aux truands de cartel plus stéréotypés, voici un homme qui possédait et dirigeait une chaîne de restauration rapide et semblait être un pilier de la communauté. Au départ, cette introduction ne devait être qu'un rôle de guest dans quelques épisodes. Selon Esposito, qui a incarné Fring dans Breaking Bad et dans sa préquelle Better Call Saul, on ne lui avait d'abord demandé d'apparaître que dans un seul épisode. Dans une interview accordée à Reuters, Esposito a déclaré « Je pense que si vous demandez à Vince Gilligan, ils ne pensaient pas que j'accepterais. Ce n'était pas dans leur esprit. » Dans cette même interview, Esposito a ajouté « Au début, ce n'était pas défini. Le gars était un type sympa. Il semblait être le gérant de ce restaurant de poulet, mais j'ai toujours compris qu'il cachait un très grand secret, même si ce n'était pas le cas. » Ce qui rend Fring aussi fascinant en tant que méchant, c'est la façon dont il reflète le protagoniste. Lorsque nous rencontrons Fring pour la première fois, il dirige une chaîne de restaurants de poulet appelée Los Pollos Hermanos, qui sert de façade à son empire de la drogue en pleine expansion. Pas très différent d'un professeur de sciences devenu maniaque du lavage de voitures, blanchissant son propre argent de la drogue. Fring représente un reflet sombre de ce que White pourrait devenir s'il continue sur la même voie. Lorsque Fring découvre les talents de Walter et Jesse pour la fabrication et la distribution de stupéfiants, il veut qu'ils travaillent pour lui, qu'ils deviennent des employés qu'il peut contrôler. Ce flair pour repérer les talents est précisément ce qui a conduit Fring sur la voie où il se trouve quand on le rencontre. Nous avons appris qu'années auparavant, Fring avait rencontré un homme qui allait devenir à la fois son partenaire professionnel et son partenaire romantique, Max. en finançant les études universitaires de Max en chimie, Fring pensait déjà à son avenir, toujours des dizaines de pas en avance. Ce plan a changé lorsque Max a été tué par un cartel de drogue rival, en particulier Héctor Salamanca et Don Eladio. Et il y a beaucoup de ramifications complexes dans ces familles qui sont même liées à Tuco qu'on croyait écarté. Il est étrange de dire que Fring était peut-être sur la bonne voie avant la mort de Max. Il dirigeait déjà une entreprise illégale et on disait qu'il avait des liens avec de plus grands cartels au Chili. Mais ce moment précis a déclenché quelque chose chez Fring, qui l'a mis sur une voie où, en plus d'agrandir son empire, il voulait aussi détruire toute une famille. Cela culmine dans l'un des moments les plus mémorables de la série, lors d'une fête au bord de la piscine, organisée pour la famille, dirigée par Don Eladio. Arrivant à la fête avec Mike et Jesse, on voit Fring prendre une pilule peu de temps avant de porter un toast avec les invités, avec une bouteille de tequila qu'il a apportée. Il y a un léger temps d'arrêt où la foule attend de voir Fring boire lui-même, puis limite après qu'il l'a fait. Ensuite, après s'être excusé pour aller aux toilettes, il a un petit moment pour lui. De la manière la plus calme et posée que l'on puisse imaginer, Fring s'agenouille devant les toilettes et se fait vomir. Nous le regardons se laver les mains, puis tamponner délicatement les coins de sa bouche avec une serviette soigneusement pliée, et lorsqu'il a terminé, l'homme qui l'avait suivi dans la salle de bain est déjà mort. Il en va de même pour la plupart des invités à la fête près de la piscine, à l'exception de Don Eladio, qui regarde Fring sortir de la maison, sachant que tout cela est son œuvre. Il y a une lueur de reconnaissance dans les yeux d'Eladio. Il connaît le tueur, il reconnaît le poids de chaque choix qu'il a mené ici, à flotter face contre l'eau dans une piscine. C'est un moment satisfaisant, du moins pour nous, les spectateurs. Il n'y a rien qui ressemble à de la joie sur le visage de Fring, seulement un regard froid qui exige qu'Eladio meure enfin. Puis, ses genoux commencent à fléchir et il doit se rattraper à une table voisine. C'est là qu'on se rappelle de la détermination qu'exigent réellement des actes comme celui-ci. Malgré la pilule et les vomissements provoqués, on se rappelle qu'il vient d'ingérer du poison qui terrasse des gens qui consomment probablement des stupéfiants sous une forme ou une autre depuis des décennies. Et pourtant, Fring tient toujours debout. Il crie hors champ aux gardes restants « Monsieur Hilario est mort. » Toujours plein de vigueur et menaçant de mort tout en restant debout. Le fait que Fring soit toujours debout se vérifie jusqu'à la fin, lorsque White parvient enfin à organiser la mort de l'homme avec un explosif attaché au fauteuil roulant de Salamanca.
Comme nous l'avions toujours vu, Fring sort de la pièce, calme et posé, il ajuste brièvement sa cravate, et la caméra effectue un panoramique pour montrer la véritable dualité de Fring. L'un des aspects les plus intéressants de lui en tant que personnage n'est pas seulement la partie d'échecs qu'il jouait avec de vraies vies humaines, mais aussi la façon dont il choisissait de cacher ce jeu, le secteur des services. Puis-je vous aider, monsieur? Un Coca Light. S'il vous plaît, bien qu'il ait également utilisé de laverie automatique, un secteur qui reste tout de même orienté vers la clientèle, il était beaucoup plus actif dans son restaurant de restauration rapide. Si vous avez déjà travaillé dans le secteur des services, que ce soit dans une franchise ou non, vous avez forcément travaillé avec quelqu'un comme Fring, du moins celui qu'il présente au public. Un homme qui fait des dons à des causes d'intérêt public, est pointilleux sur les procédures et cherche toujours la manière la plus efficace de satisfaire le public. Cet aspect entier du personnage de Fring est l'un des commentaires les plus terrifiants et poignants sur la corrélation entre le travail légal au service du public et les services illégaux auxquels le public continue pourtant de recourir. Il y a une certaine fierté dans la façon dont il présente ses restaurants et il veut la même chose pour ses employés. Il poursuit cette même éthique de travail dans son empire de la drogue également. Il gère les deux de la manière la plus efficace et professionnelle possible. C'est terriblement précis, d'une manière que peu d'autres séries télévisées abordent, que ce soit en ce qui concerne le secteur des services ou le commerce illégal. Et entre Breaking Bad et Better Call Saul, nous avons pu découvrir de plus en plus le monde de Fring. Les méchants sont, la plupart du temps, d'autant plus terrifiants que l'on en sait peu sur eux. Cela permet à notre imagination de remplir les zones d'ombre, reflétant généralement quelque chose de sombre en nous. Mais dans le cas de Fring, plus on en savait, plus le personnage devenait fascinant. Cela est en partie dû à l'incroyable performance de Giancarlo Esposito. Esposito a depuis fait carrière en incarnant une terreur contenue. De son rôle de Stan Edgar dans The Boys à celui de la voix de Lex Luthor dans Harley Quinn, il a façonné une monstruosité d'un calme glaçant dans la lignée d'Hannibal Lecter ou d'Anton Chigurh. Le monde te reconnaîtra comme la pitoyable déception que tu es. Tu n'es pas digne de mon respect. Ce sang-froid était évident tout au long de Breaking Bad, notamment dans la célèbre scène dite du cutter, où Fring exécute l'un de ses propres hommes de main afin d'intimider White et Pinkman. Bien que beaucoup ait été dit sur la tension croissante et l'horreur choquante de cette scène, il serait négligent de ne pas mentionner la démonstration de pouvoir qui s'y joue. Alors que ce pouvoir était incroyablement évident dans Breaking Bad, il y a un moment dans Better Call Saul qui est peut-être celui où il est le plus puissant. C'est pas un ordre donné, une gorge tranchée, ni même une menace proférée. C'est un choix qui va sceller l'avenir de Fring. Dans son bar à vin préféré, Fring partage tout simplement un moment charmant et attachant avec son sommelier préféré, David. C'est un moment frappant de normalité. Les deux acteurs jouent sur des regards prolongés et une conversation captivante. Lorsque David se lève pour aller chercher une bouteille de vin parfaite pour une occasion spéciale, Fring fait un choix. Un choix qui l'éloigne d'une relation heureuse et d'une vie normale à gérer un restaurant avec quelqu'un qu'il aime. Il choisit une voie de ténèbres et de destruction. Ce qui rend ce moment brillant, c'est que nous, le public, voyons Fring avoir une véritable chance d'obtenir une fin heureuse, une vie qui ne nécessite ni conflit, ni violence, ni orgueil. Mais Fring est tellement engagé sur la voie qu'il a choisie que, même lorsqu'il existe une stratégie de sortie sans accroc, il la refuse et continue d'avancer. Nous voyons la véritable conviction derrière la folie. Nous associons généralement ce type d'entreprise criminelle à une forme d'impulsivité passionnée, à des hommes qui n'ont pas d'autre choix que de se lancer dans des affaires illégales, un peu comme Walter White a été entraîné dans le trafic de drogue. Mais ce moment nous montre que les choix de Gustavo Fring n'étaient en rien un dernier recours, et c'est peut-être cela qui est le plus effrayant. S'il vous plaît, je ne veux pas que ma fille me voie comme ça. Votre fille ne vous verra pas. Si, elle le fera. Elle ne dort jamais toute la nuit. Personne ne va vous trouver. Le hasard est un phénomène fou. Un alignement parfait d'événements, d'idées et de circonstances qui se rejoignent en un moment décisif. Dans le cas de Breaking Bad, le chaos a montré son vilain visage lorsque Saul Goodman, incarné par Bob Odenkirk et très populaire, n'était pas disponible à cause de l'engagement de l'acteur dans How I Met Your Mother. Cette situation narrative inextricable a abouti à la création d'un personnage qui allait à jamais changer l'avenir de Breaking Bad et notre façon de voir les hommes de main. Quel fils de pute! Alors que la deuxième saison de Breaking Bad touchait à sa fin, les scénaristes se sont retrouvés face à un problème. Bien qu'ils devaient conclure l'intrigue principale de la saison de manière satisfaisante, l'un de leurs personnages clés allait être indisponible. Cela a mis la série dans une situation délicate. Ils avaient construit l'intrigue pour que Goodman soit la pièce maîtresse du troisième acte de la saison. Goodman avait initialement été conçu comme un moyen de résoudre la relation brisée entre Walter White et Jesse Pinkman. À qui est-ce que je ressemble? Maury Povich? Je ne suis pas votre conseiller conjugal. Comme le symbolise le nouvel intérêt amoureux Jane Margolis, interprété par Kristen Ritter.
Incapable de contourner le problème de planning, le créateur de la série Vince Gilligan et les scénaristes ont décidé de créer un nouveau personnage pour conclure cette saison. Introduit dans le final de la saison, à BQ, nous faisons la connaissance du nettoyeur de Saul, Mike Ehrmantraut, interprété par Jonathan Banks. Le concept de nettoyeur n'est en soi pas une idée nouvelle dans l'univers de la fiction criminelle. Souvent utilisés pour faire disparaître l'ADN, les corps sans vie et d'autres preuves compromettantes, ils sont généralement présentés comme froids et méthodiques, et ce cliché s'explique par le caractère professionnel de leur métier. Alors qu'un dealer, un tueur à gages ou un cambrioleur en plein braquage sont souvent présentés de façon romancée, il y a une certaine monotonie chez le personnage qui ne fait que nettoyer les dégâts. Mais lorsqu'on le fait correctement, ce personnage peut devenir très captivant et c'est exactement ce que nous avons eu avec Mike. Lorsque Jesse Pinkman se réveille et découvre que sa partenaire Jane est décédée, étouffée dans son propre vomi, sans savoir que Walter White n'a pas tenté de la sauver la nuit précédente afin de reprendre le contrôle sur son partenaire, Saul Goodman est appelé. À sa place, Mike est envoyé pour aider à nettoyer la scène afin d'éviter des ennuis aux deux hommes. Pendant que Mike nettoie la scène, il guide Jesse sur ce qu'il doit dire à la police. Voilà ta version. Tu t'es réveillé? Tu l'as trouvé? C'est tout ce que tu sais. Ces 3 petites phrases fragmentées sont une fenêtre sur Mike lui-même. La quantité minimale d'informations, un mensonge enveloppé de vérité, et surtout, une acceptation de la vie dans laquelle tu t'es maintenant plongé. La saison 2, c'est là que Breaking Bad a vraiment commencé à montrer les conséquences de l'évolution de White. Au lieu des conflits directs et des situations qui ne concernaient que lui, on a commencé à voir comment ses actions se répercutaient dans le monde entier. Sa famille, ses relations et sa propre psyché. Mike est devenu une représentation des effets à long terme de ces répercussions. Le personnage n'était plus une simple flaque d'eau, il était devenu un fleuve. La froideur et la minutie de Mike sont le résultat de décisions prises plus tôt dans sa vie. Nous apprendrons plus tard que Mike a été à un moment donné un policier corrompu à Philadelphie. Lorsque son fils Matty est également devenu policier, il a reçu la même proposition que son père. Accepter des pots de vin, fermer les yeux et survivre. C'est seulement lorsque Matty met trop de temps à se décider, en partie parce qu'il cherche les conseils de Mike, qu'il est tué par les autres policiers. Ce moment, puis l'embuscade de Mike et le meurtre des assassins de son fils, sont au début de ce qui va forger la compréhension de Mike sur la façon dont les criminels fonctionnent et sur les mesures à prendre lorsqu'on travaille avec eux ou dans leur entourage. Alors que White agissait rapidement comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, notre nettoyeur savait que la survie demandait plus de finesse. Après avoir été forcé de travailler avec Gus, White veut immédiatement assassiner le baron de la drogue en pleine ascension pour tenter de se protéger. Quand il en parle à Mike, l'homme n'a qu'une seule réponse, un coup de poing en pleine figure. À cet instant, on comprend que Mike a le sens de la patience et de sa place. Il sait que tuer Gus ne serait pas seulement une trahison de sa loyauté, un autre aspect du personnage renforcé épisode après épisode, mais aussi tout simplement une très mauvaise idée. Alors que Gus est un homme en mission de vengeance, laissant la mort derrière lui, il est aussi un planificateur avec des dispositifs de sécurité et des plans de secours à répétition. White, lui, n'est qu'un type dépassé par les événements qui improvise au fur et à mesure. Il ne fait que réagir encore et encore aux événements qui lui arrivent et qu'il provoque lui-même. Mike, cependant, a noué une relation avec Gus parce que tous deux comprennent l'importance de prévoir à l'avance afin que toutes les réactions nécessaires aient été envisagées. Et Mike n'a pas tort ici. Lorsque White tue Gus, cela laisse un vide qui menace d'engloutir le professeur de chimie du lycée, devenu fabricant de mess, puis criminel, qui tente désespérément de simplement tenir jusqu'à ce qu'il soit forcé de prendre la fuite. Tout au long de Breaking Bad et de sa préquelle Better Call Saul, on voit que Mike n'est pas le criminel avide, stéréotypé. Même dans une série remplie de personnages cupides, entre le désir toujours croissant de White pour le respect et le pouvoir, la vendetta personnelle de Gus, ou même le besoin d'approbation de Jesse, Mike s'est toujours présenté comme un criminel discret, concentré sur son travail. Cette subversion des attentes n'est pas un terrain nouveau pour Gilligan. Le créateur, scénariste et réalisateur a fait ses premières armes sur X-Files à la fin des années 90. La série racontait l'histoire de 2 agents du FBI qui enquêtaient sur des affaires paranormales. L'un était sceptique, l'autre croyait. Mais les histoires n'étaient jamais celles d'agents typiques en costume noir et voitures banalisées. Les épisodes étaient souvent à la fois optimistes et nihilistes en même temps. Ils réussissaient à trouver un équilibre entre les théories du complot et la foi. Le plus souvent, ils étaient aussi extrêmement ludiques. Dans le 12e épisode de la 5e saison, Gilligan, pour son 5e scénario, écrirait un épisode intitulé « Mauvais sang ». Une histoire d'attaque de vampires racontée selon des points de vue radicalement différents sur les mêmes événements par les agents Mulder et Scully. C'est une façon parfaitement maîtrisée de nous faire entrer dans la tête d'un personnage, en nous montrant leur interprétation subjective de moments identiques. Dans Breaking Bad et Better Call Saul, on retrouve cette même façon de raconter, mais à travers la manière dont les personnages font face à ces moments. En revenant à l'introduction de Mike avec Jesse et Jane, on comprend énormément de choses sur le personnage à travers sa façon de réagir à cette mort, en contraste avec Jesse. Alors que Jesse a une crise de panique beaucoup plus compréhensible, terrifié et se sentant coupable parce qu'ils ont tous les deux participé à la même activité illégale, tout cela semble être de la routine pour Mike.
un autre corps et un autre bazar à nettoyer. Mike ne veut jamais plus de détails que ce dont il a besoin pour accomplir la tâche en cours. Parce que en savoir plus l'entraînerait plus profondément dans un tourbillon dans lequel il n'a aucune envie de s'aventurer. Cela peut sembler être une réaction froide, et avec un acteur moins talentueux, cela pourrait paraître ainsi. Heureusement, l'acteur qui joue Mike était Jonathan Banks. Alors qu'il a obtenu sa grande chance dans la série policière des années 80, Wise Guy, Jonathan Banks avait déjà joué dans des rôles plus petits tout au long des années 70 et au début des années 80. Beaucoup de ses rôles étaient dans des films comiques comme Stir Crazy, Gremlins et même les aventures de Buckaroo Banzai à travers la 8ème dimension. Ce pedigree de réalisateurs étranges comme W.D. Richter, des dramaturges classiques comme Sidney Poitier et des légendes de l'humour comme Richard Pryor et Gene Wilder signifiait que Jonathan Banks avait une palette énorme d'influences dont il pouvait s'inspirer. Il est facile de regarder un personnage comme Mike et de se souvenir des moments soi-disant badass, de son regard de pierre ou de ses réponses bourrues. On était juste censé te faire peur, c'est tout. On frappera plus fort la prochaine fois. Mais tout cela ne servirait à rien sans des moments d'émotion et de sincérité. Tout au long de Breaking Bad et Better Call Saul, on voit souvent Mike se montrer très paternel. Quand Gus veut semer la discorde entre White et Jesse, il envoie le jeune cuisinier avec Mike pour des missions du cartel, où il commence à tisser des liens, chacun y trouvant son compte. Jesse obtient le respect qu'il recherche, et Mike retrouve en Jesse le fils qui lui manque. Dans Better Call Saul, Mike noue un lien fort avec Nacho Varga. Lorsqu'on découvre que la vie criminelle de Nacho tourne autour du soutien à son père, Mike est résolu à continuer de prendre soin du père après la mort de Nacho. C'est le degré d'engagement dont Mike a fait preuve pour soutenir et protéger les familles tout au long des deux séries. Il y a un sens profond de loyauté sous ce nettoyeur impassible qui révèle son cœur et son dévouement. Un amour qui, malgré les eaux troubles dans lesquelles il nage, est limpide comme le jour. Alors que beaucoup de personnages du syndicat du sud-ouest de Gilligan vacillent et changent, Mike ne le fait jamais. C'est une qualité qui a valu l'affection des fans pendant des années. Il fait partie du petit nombre de personnages qui sont apparus dans Breaking Bad, Better Call Saul et El Camino. On se souvient de lui non seulement comme d'un personnage incroyable, mais aussi comme de quelqu'un qui a véritablement renforcé notre amour pour la série. Ce genre d'héritage découle d'un simple hasard et d'une idée fondamentale de pragmatisme. Mike est un homme qui pense que tu ne devrais pas être ici, mais puisque tu y es, tu dois tout faire pour rester en vie. Mike n'allait jamais avoir une évolution comme Jesse ou Walter. Tu sais, l'histoire de Jesse était presque un passage à l'âge adulte, un garçon en quête de respect qui hésitait sur le genre d'homme qu'il pourrait devenir. Walter allait toujours devenir un criminel, un symbole du pouvoir absolu qui corrompt absolument. Mais au moment où l'on rencontre Mike, son parcours est déjà terminé. Il a tiré ses leçons de ses erreurs et des conséquences qui ont résonné tout au long de sa vie. Et nous avons la chance de l'avoir vu partager ses leçons pendant des heures à la télévision, même si elles sont souvent tombées dans l'oreille d'un sourd. Qu'est-il arrivé à Gary Cooper, le type fort et silencieux? Vous voyez, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'une fois qu'ils auraient mis Gary Cooper en contact avec ses émotions, ils ne pourraient plus le faire taire. Les mouvements ne surgissent pas de nulle part. Ils mijotent pendant des années, souvent des décennies, avant de remonter à la surface, de déborder et d'envahir notre culture populaire. Même si cela peut prendre beaucoup de temps pour arriver, ils disparaissent souvent beaucoup plus rapidement. Dans le cas des anti-héros, ce qui était autrefois un phénomène culturel et le sujet de toutes les conversations convenues à la machine à café, a presque complètement disparu de nos écrans de télévision. Pourquoi je suis ici? Putain de merde. Quoi? Je t'ai vu, c'est Judy, ce n'est pas toi. L'idée d'un anti-héros n'est en aucun cas un nouveau procédé narratif. En remontant jusqu'aux mythes comme Robin des Bois ou aux épopées comme Thersites dans l'Odyssée d'Homère, ce type de personnage va à l'encontre de notre idée collective du héros. Ils sont souvent égoïstes, lâches, faibles, avec un code moral ambigu. Et ils nous attirent parce qu'ils incarnent ce côté de nous qui idéalise la ruse ou le fait de réussir par soi-même malgré les règles. J'ai le fusil à pompe. J'ai la mallette. Mais tout ça, c'est un jeu, non? Ce mantra a été adopté par les personnages du mouvement du Nouvel Hollywood, comme Alex Delarge dans Orange Mécanique ou Travis Bickle dans Taxi Driver. Alors que les films ont eu plus de liberté pour raconter leurs histoires grâce à la MPAA qui répartissait ce qui était considéré comme acceptable pour les adultes et les enfants, la télévision avait traditionnellement une marge de manœuvre beaucoup plus mince. Le premier couple montré au lit ensemble ne l'a été qu'en 1947. Et la FCC a strictement sanctionné et réglementé des émissions comme NYPD Blue et Chicago Hope pour avoir diffusé de la nudité ou des jurons entre 6 et 10 heures, lorsqu'ils estimaient que plus d'enfants pouvaient regarder. Mais ensuite, nous sommes entrés dans l'âge d'or des séries télévisées de prestige sur le câble, qui a commencé en 1999 avec Les Sopranos. L'histoire tournait autour du chef de la mafia italo-américaine Tony Soprano, qui essayait de concilier son empire criminel et sa vie de famille. La série a rapidement rencontré un grand succès grâce à ses performances puissantes, sa narration inventive et son acteur principal, James Gandolfini. Une partie de son originalité venait du fait que le Tony de Gandolfini était en thérapie. Cela rendait un personnage et une idée autrement distants plus accessibles. Malgré la cruauté et le narcissisme de Tony, c'était un personnage qui, du moins en apparence, semblait vouloir s'améliorer. Monsieur Soprano?
Oui. Cette particularité l'a rendu instantanément plus proche du public. Il a été une parfaite introduction pour des millions de personnes à l'idée de l'anti-héros. Une partie de son attrait était évidente. Les histoires de mafieux et de familles criminelles ont rencontré un immense succès sur le marché américain. Des films comme Le Parrain 1 et 2, jusqu'à Scarface, il existe un amour et une admiration inhérents pour l'absence de scrupules et les liens familiaux présents dans ce genre d'histoire. Faire appel à un sentiment d'émerveillement profondément ancré allait se poursuivre avec Deadwood en 2004. S'il y a bien une chose que le public américain aime encore plus que le genre mafieux, c'est peut-être le western. Créé par David Milch, le co-créateur de NYPD Blue, Deadwood se concentrait sur la ville frontalière éponyme du Dakota du Sud, à l'aube d'une ruée vers l'or. Presque tous les personnages étaient ce que nous considérerions aujourd'hui comme des anti-héros. Mais le plus remarquable restait Al Swearengen, interprété par Ian McShane. Il régnait sur la ville par la peur et l'intimidation. Maintenant, ce n'est pas à moi de dire à qui que ce soit dans ce camp ce qu'il doit faire. Même si je ne veux pas voir d'autres personnes se faire égorger. Mais souvent pour le bien-être de la ville elle-même. Au cours des années suivantes, Swearengen, toujours à jurer, deviendrait la référence absolue pour la question suivante. La fin justifie-t-elle les moyens ? En tant que consommateurs d'histoire, nous adorons cette question. Nous pesons constamment le pour et le contre des circonstances données et nous nous demandons jusqu'où irions-nous ? À quel prix tracerions-nous une limite morale ? Il n'y a probablement jamais eu de série télévisée qui ait posé cette question avec plus de force que Breaking Bad, sorti en 2008. Créé par l'ancien showrunner de X-Files, Vince Gilligan, Breaking Bad racontait l'histoire de Walter White, un modeste professeur de chimie au lycée qui se met à fabriquer et vendre des substances illégales pour s'assurer que sa famille ne soit pas ruinée par les dettes médicales après son diagnostic de cancer du poumon. Mais toi, tu connais le business, et moi, je connais la chimie. Je réfléchis. Peut-être que toi et moi, on pourrait faire équipe. Avant que la série ne devienne l'ascension d'un génie du crime, elle montrait au public à quel point n'importe qui pouvait facilement basculer dans la criminalité. Et pas seulement par cupidité, mais aussi à cause de l'échec de services gouvernementaux, comme les soins médicaux. Une partie du génie de Breaking Bad, grâce en partie à l'interprétation envoûtante de Bryan Cranston dans le rôle de Walter White, résidait dans le fait que les décisions étaient tout à fait compréhensibles. Même s'il est moins probable de s'identifier à la mafia ou à la gestion d'un saloon, il est extrêmement facile de comprendre ce que c'est d'être malade, de comprendre qu'on ne veuille pas que nos proches soient endettés après notre disparition. Il n'est pas exagéré de dire que, avec une vie limitée par le temps, on ferait tout pour prendre soin de sa famille. Une fois que l'accroche est là, on tombe amoureux du personnage et on se laisse surprendre ou émerveiller à chaque rebondissement qui nous montre que ce n'était probablement jamais vraiment pour la sécurité de la famille de White, mais plutôt parce que White était désespéré de prouver que sa vie avait de la valeur. Tu ne sais visiblement pas à qui tu parles, alors laisse-moi t'éclairer. Je ne suis pas en danger, Skyler. Je suis le danger. Et cette quête de valeur fait partie de la raison pour laquelle les anti-héros ont pris le public à la gorge dans des séries comme Mad Men ou Peaky Blinders. Les séries sont devenues tellement envoûtantes et dominantes qu'elles ont créé leur propre époque, construisant un mouvement qui a culminé avant de presque disparaître. Mais comment quelque chose d'aussi unique a-t-il pu disparaître ? Une réponse simple est la saturation. Mais cette réponse est presque trop simple et ne reflète pas vraiment le moment de l'embrasement ni l'état actuel du paysage du divertissement. En 1999, lorsque les Sopranos ont fait leur début, c'était une tentative un peu bricolée de la télévision câblée pour frapper fort. Contrairement à vos chaînes locales qui étaient gratuites avec une antenne métallique fixée sur votre toit, le câble coûtait de l'argent, et une chaîne premium comme HBO coûtait encore plus cher par-dessus le marché. Les Sopranos devaient être tellement bons que vous acceptiez de payer pour des chaînes alors que vous en aviez déjà des gratuites à disposition. C'était volontairement tapageur afin de faire quelque chose que la FCC, très réglementée, n'aurait jamais permis sur les chaînes généralistes. Quand Deadwood est arrivé 5 ans plus tard, également sur HBO, la série est allée encore plus loin, surtout dans son langage grossier, avec, dit-on, le mot en F prononcé 43 fois dans le premier épisode. Cela semblait être une provocation délibérée de la part de Milch, qui avait été lourdement sanctionné avant de faire appel en justice pour avoir montré les fesses d'un homme en prime time lors de son passage sur la série NYPD Blue mentionnée précédemment. Je vais te faire asseoir là-dessus. Ces émissions étaient une nouveauté lors de leur sortie. Un drame familial d'1 heure sur la mafia, ou un western truffé de grossièreté, et un prof de sciences sympa devenu hors-la-loi qui montrait les coulisses de la production et de la distribution de drogue. Alors qu'Internet n'en était encore qu'à ses débuts, les recherches derrière Breaking Bad montraient des méthodes qu'on ne pouvait auparavant découvrir que dans des brefs de journaux. Ces séries repoussaient des limites qui étaient restées intactes pendant des décennies, et aujourd'hui il n'y a plus vraiment de limites à repousser. Avec autant d'options de streaming, des organismes comme la FCC paraissent presque enfantins. Les seules sanctions que les gens de Netflix et Hulu risquent vraiment, ce sont des abonnements perdus ou une baisse d'audience. Une partie de cet éloignement de l'anti-héros est aussi simplement un changement culturel. Avec un monde qui déborde de partout, les gens semblent vouloir de plus en plus d'histoires sur des gens bien et des héros traditionnels. Le plus souvent, cela repose sur un plat réconfortant, cette propriété intellectuelle aussi chaleureuse et familière qu'une purée de pommes de terre.
Avec autant de franchises comme Godzilla, Marvel et un Star Wars sans fin, ce réconfort n'est jamais bien. Et il n'y a rien de mal à se laisser envelopper par une douce familiarité, mais il manque quelque chose quand les séries qui nous bousculent et exigent des réponses à des questions que nous avons souvent trop peur de poser. C'est pas pour dire que ces séries n'existent pas. Our Flag Means Death propose des points de vue incroyablement intéressants sur l'héroïsme et l'amour. Et la nouvelle série de Nathan Fielder et Benny Safdie, The Curse, semble vouloir nous pousser à nous interroger sur ce que signifie réellement être une bonne personne. Mais ce moment n'a plus la même emprise sur l'imaginaire collectif que celle qu'avait la seconde ère dorée. C'est peut-être parce qu'il y a tout simplement tellement de nouvelles séries qui apparaissent si fréquemment. Beaucoup de réalisateurs ont déploré l'idée de balancer autant de films sur les plateformes de streaming au point qu'ils deviennent du contenu et non de l'art. Trop d'une seule et même chose n'est jamais une bonne chose. Tout le monde aime la purée de pommes de terre avec de la sauce, mais ça ne devrait jamais être tout ce que vous consommez. Alors quoi, on doit surtout pas en manger, c'est ça?